Bonsoir et bienvenue dans l'émission de cinéma Oblique. Bonsoir Caroline Vignal. Bonsoir. Vous êtes la réalisatrice de Antoinette dans les Cévennes, qui est votre second film, second long métrage. Alors merci d'être venu au micro de Fréquence Protestante. On va parler de votre film Antoinette dans les Cévennes. En deuxième partie, je vous ai proposé, comme je l'ai fait de temps en temps dans cette émission, de nous livrer votre panthéon de films qui ont beaucoup compté pour vous. On parlera aussi de votre premier film, Les Autres Filles. Alors il y a des gens qui s'évertuent à montrer la France des ronds-points. Vous avez décidé de la montrer à dos d'âne. Ah bah il n'y a pas de rond-point dans mon film. Hein. Je sais. C'est d'ailleurs une des choses qui m'a séduite quand je suis allée dans les Cévennes pour la première fois. C'est justement qu'il n'y a pas de rond-point. Il n'y a pas de... En fait, mais vraiment, je me souviens que rien que les routes me plaisaient. C'est-à-dire que les routes, par exemple, il n'y a pratiquement pas de ligne sur les routes. C'est des routes avec pas de ligne, très dangereuses, mais magnifiques. Et il n'y a pas de zone commerciale, il n'y a rien. Il n'y a rien, en fait. C'est une région extrêmement sauvage qui a l'air d'être complètement immuable. Et pourtant, je pense pas être quelqu'un de très nostalgique, mais j'ai quand même, j'ai été très émue par cette région la première fois que j'y suis allée. Il y a une dizaine d'années, c'est ça ? Ouais. Et vous ruminiez ce scénario, pour reprendre un terme animal, depuis longtemps, ou c'est une synthétisation de plein de choses ? D'abord, il faut faire un film, à un moment. Qu'est-ce qui s'est greffé ? Non, je ruminais pas tellement. En fait... je voulais plus réaliser vraiment. Enfin, j'ai vraiment mis de côté la réalisation pendant au moins 10 ans. En fait, bon, je vous passe les détails, mais voilà. Et quand je suis allée dans les Cévennes, j'avais pas du tout. Voilà, j'ai aimé cet endroit. J'ai marché avec un âne qui s'appelait Patrick, ce qui m'a un tout petit peu donné envie de faire quelque chose de ça. Mais comme je voulais pas faire de film, je savais pas trop quoi faire avec. Donc à l'époque, j'ai entre autres écrit des fictions pour la radio. Et j'étais allée voir la personne pour qui j'écrivais à France Culture. Je lui avais dit, je voudrais faire une série qui s'appellera Tous les ânes s'appellent Patrick, en référence au court-métrage de Godard. Tous les hommes s'appellent Patrick. Voilà. Et tous les hommes ou tous les garçons, je sais plus. Tous les garçons. Tous les garçons. Et en fait, je l'ai jamais écrite parce que finalement, ça n'avait pas de sens de faire de la radio avec cette histoire, parce que... Enfin voilà, les images auraient beaucoup manqué, alors que moi j'adore la radio, hein, mais en l'occurrence ça me paraissait pas juste de faire de la radio. Vous ne croyiez pas à l'époque au potentiel sensuel du braiement d'un âne ? Moi j'adorais écouter des braiements sur France Culture à 23h. Vous trouvez ça sensuel ? En tant qu'homme, oui. Ah oui, eh ben, écoutez, vous êtes le seul, je pense. La plupart des gens trouvent ça très drôle, mais sensuel, c'est la première fois que je l'entends. Mais écoutez... Alors, il faut préciser que le Patrick que va apprendre à connaître et à apprivoiser, si tant est qu'on peut apprivoiser un âne, Laure Calamy, votre comédienne dans votre film, il y a eu 2 ânes, je crois, dans le film, pour des raisons techniques. Celui que vous aviez rencontré, vous, en 2010, qui s'appelait Patrick, il était né quand ? Bah, j'en sais rien. Parce que je me suis demandé si son propriétaire l'avait appelé Patrick en référence à la Bruelle Mania. Ah non, pas du tout. En fait, le type qui nous avait loué cet âne était hollandais. Et il vivait dans les Cévennes depuis une 30aine d'années. C'était incroyable parce que moi, ma famille vient du Midi. Et quand je l'ai vu, il me faisait penser à mon grand-père paternel. Il avait une espèce de vieux pantalon en velours hyper élimé, une chemise à carreaux. Il avait l'air complètement faisant partie de cet endroit. Et il avait une sorte d'accent très bizarre, mélangeant l'accent hollandais et l'accent du Midi. Et donc, c'est lui qui nous avait loué cet âne et nous avait dit qu'il l'avait appelé Patrick parce que il venait d'Irlande et que c'était en référence. C'est pour ça que dans le film aussi, il y a un personnage qui dit c'est l'Irlandais. Parce que voilà, en référence à la Saint-Patrick. Et ce type, en fait, bon, il se trouve que cet âne, s'appelant Patrick, s'est fait une entorse à la fin de notre première journée de marche. Et du coup, on n'a pas pu continuer à marcher avec lui. Mais par contre, ça nous a valu toutes sortes de rencontres. Et le Hollandais qui nous avait loué cet âne est devenu pour nous une sorte de légende parce que tout le monde nous en parlait et tout le monde nous racontait des choses sur lui qui étaient démentes, quoi. Le type, en fait, avait, par exemple, il faisait des omelettes aux champignons hallucinogènes pour les touristes qui venaient chez lui. Dans le monde du cinéma, vous êtes tous les mêmes.
Dès qu'il y a de la substance... Je suis en train de me dire qu'on est sur Radio Protestant. Écoutez, on sait s'amuser, nous aussi. Mais oui. On va écouter une bande-annonce, il y en a deux. On va choisir la version courte de votre film, Caroline Vignal, qui s'appelle Antoinette dans les Cévennes et qui est en salle depuis 10 jours. Ah, la retardataire. Bonsoir. Bonsoir. C'est votre première randonnée? Oui. Et vous êtes toute seule? J'avais rendez-vous avec quelqu'un, mais il n'est pas là. Il est avec sa femme. Ah bah formidable. Arrête. Alors toi, tais-toi s'il te plaît. Vous avez raison. Honte à moi. Maîtresse? Ça alors, hein? On n'a qu'à marcher ensemble. Je te demande une chose. Ne viens pas avec nous demain. Alors, dans ce film, votre personnage Antoinette espère retrouver un homme, et elle va trouver une sorte de vérité intérieure, de changement de décor, sans galvauder la fin. Je me souviens d'une remarque de Peter Gabriel, le musicien, qui avait parlé d'une chanson où il parlait des rapports amoureux hommes-femmes, et il disait, dans ma chanson, « Rien n'est vrai, mais tout est réel ». C'est-à-dire qu'il ne voulait pas citer dans la chanson les personnes en question, mais qu'il avait aggloméré tout ça. Vous n'avez pas fait de film pendant 20 ans. Vous avez marché il y a 10 ans avec un âne. Vous êtes une femme. Vous parlez d'une femme. Qu'est-ce qui est de l'ordre de vous dans ce film ? Mais enfin, est-ce qu'on pose des questions comme ça? Écoutez... Oui, il y a des choses qui viennent de moi, mais qui sont assez anciennes, je dois dire, parce que j'ai entre-temps vécu avec quelqu'un pendant 17 ans, donc je ne suis plus cette personne qui enchaîne les histoires foireuses, comme Antoinette. Oui, mais j'ai connu ça très bien. Et et je pense comme beaucoup de femmes, voilà. Est-ce que tourner avec un âne, est-ce que ça n'a pas un luxe, paradoxalement, le luxe de l'obligation? C'est-à-dire que de se mettre à son rythme, même s'il y a des dresseurs dans votre film, malgré tout, j'imagine que toute l'équipe qui arrive sur un tournage, à un moment, elle est dépendante, au sens noble du terme, du propre tempo de cet animal. Non, je crois que malheureusement, vous idéalisez un peu, ouais. Parce que non, c'est vraiment une chose qui est, à moins d'avoir énormément de moyens, on est très très tenu par un plan de travail sur un tournage, donc on avait des obligations de tenir un certain tempo pour le coup, et on essayait de faire en sorte que l'âne nous donne ce qu'on avait envie qu'il nous donne dans ce temps-là, quoi. Mais non, on ne pouvait pas vraiment s'adapter à son rythme. Par contre, ce qui, j'imagine, peut compter, c'est le fait d'avoir toute une équipe de tournage dans un lieu, dans une région, je vais dire quasi close, entourée de montagnes, les Cévennes. J'imagine que c'est pas du tout la même ambiance que quand les acteurs à 20h quittent le tournage et rentrent dans leur appartement. Mais je vais vous décevoir encore, je suis hyper désolée. Mais en l'occurrence, on était... En fait, comme dans les Cévennes, il y a très peu d'infrastructures pour dormir. On était tous dans des villages différents. Et donc, on ne se retrouvait pas tellement le soir. Non, en fait, il n'y avait pas une super ambiance sur ce tournage. non, pardon, je ne devrais pas le dire. Mais voilà, c'était... on ne pouvait pas, en fait, habiter tous au même endroit. Et ce truc de la nuit américaine, où on rêve d'être tous dans un hôtel et de se retrouver le soir et d'aller de chambre en chambre, non, ça n'a pas eu lieu. Allez, on va écouter un premier extrait après la bande-annonce de votre film, Caroline. Ah bon, ce bordel? T'as décidé de me faire chier. Bon, tu restes là si tu veux, moi je m'en vais. D'accord? Allez. Je m'en vais, Patrick. Au revoir, Patrick. « 11h25. Alors là, Patrick, je sais pas si tu te rends compte, mais on va jamais y arriver. On n'a même pas fait 2 kilomètres, là. Hein? Alors on va mettre 20 ans à la faire, cette étape. Tu t'en rends compte de ça ou pas? Tu en as conscience? Ok, t'as gagné. Pause pique-nique. Caroline Vignal, Marcello Mastroianni disait souvent que, contrairement à l'acteur studio et toutes ces fadaises, lui, souvent, pour préparer un rôle, il regardait des documentaires animaliers. Et il essayait de trouver l'animal qui pouvait correspondre à un personnage. Moi, je voudrais savoir, vous, en tant que metteur en scène,
Comment vous avez orchestré les mouvements de vos comédiens? Comment est-ce que c'était pour vous quelque chose de sportif? Ou est-ce qu'on est dans la chorégraphie quand on est sur un tournage comme ça? Lors de l'avant-première à Paris, Laure Calamy a fait remarquer que la plupart des acteurs de votre film sont des acteurs de théâtre. Oui. La plupart. Et que donc, c'était une expérience d'autant plus forte pour eux de se retrouver dans un théâtre à ciel ouvert, avec des perspectives énormes. Comment est-ce que... Alors, je sais par exemple que vous avez opté finalement pour le cinémascope. Oui. Alors que vous vouliez tourner comme du Romer, normalement, c'est ça? Oui, moi j'aime bien les formats plus carrés. Et oui, on s'est convaincu avec mon chef opérateur de tourner en scope. Je sais pas, j'arrive pas à répondre à la question, je suis désolée. En fait, est-ce que la caméra se met au rythme pas tellement, parce qu'en fait, moi j'avais envie de tourner, de filmer. En fait, j'avais très peur de plusieurs choses. D'une part, de la carte postale, et aussi un peu de l'ennui, parce que filmer la marche, c'est quand même pas très spectaculaire. Il fallait que j'arrive à restituer à la fois ce que c'était que de marcher, qui c'est une expérience très intime, parce que c'est un rapport à la durée, un rapport à l'effort, un rapport à la nature, évidemment, aux éléments. Et j'ai opté pour des plans fixes, des entrées de chant, des sorties de chant, et un peu de panoramique. Et dans 3 scènes du film, des travelling arrière au Steadicam, parce que y a des scènes où les personnages parlent beaucoup tout en marchant, et comme on était sur des terrains très accidentés, on ne pouvait pas poser des rails de travelling, donc on a fait ces scènes-là au Steadicam, ce qui était une prouesse technique pour... c'est pas moi qui tenais le stead, évidemment, mais pour les techniciens, c'était assez... j'étais très admirative de ce qu'ils ont fait. C'est un peu comme ça qu'on a travaillé. En fait, c'est plus qu'on installait les cadres en fonction de... Moi, j'avais décidé que ce serait des plans plus ou moins serrés, plus ou moins larges. Et puis après, en fonction du paysage, on voyait... on disait aux acteurs comment se placer, évidemment, dans ce cadre-là. Et j'avais revu Stromboli de Rossellini quand j'étais en train de travailler sur le scénario. Et ça m'a... En fait, ça peut paraître bizarre parce que c'est évidemment pas du tout le même ton que mon film, mais ça m'a énormément servi, en fait, de le revoir. Parce que dans Stromboli, c'est une femme seule, Ingrid Bergman, qui passe un peu son temps à marcher, soit dans le village, soit ensuite, évidemment, quand elle fait l'ascension du volcan. Et voilà, ça, je trouvais, parce que Rossellini a fait ce film avec, je pense, une grande économie de moyens, et il arrive à ce que... en tout cas, moi, je ne m'ennuie pas une seconde à regarder Ingrid Bergman entrer et sortir du champ. Voilà, donc c'était un peu ça, disons, la direction de mise en scène qui était la mienne pour ce film. Je pense qu'il y avait une sorte de corde raide sur laquelle vous êtes extrêmement bien tenu. C'est aussi la psychologie du personnage de Antoinette. Et on est sur pour certains, c'est une folle dingue prête à tout. Pour d'autres, c'est au contraire quelqu'un qui a potentiellement un potentiel de découverte. Et moi, ce qui m'a frappé quand j'ai vu le film, c'est quand elle sort dans la cour de récréation, elle chante une chanson de Véronique Sanson, et avec ses élèves. Voilà. Et en fait, ça applaudit pas au début. Les gens ont l'air plus gênés, et je pense que c'est presque une métaphore du spectateur dans la salle. On se dit, mais jusqu'où le personnage d'Antoinette va pouvoir aller dans sa folie? Oui, c'est ça, bien sûr. Mais je pense que si je voyais une institutrice apprendre à ses élèves cet hymne de l'amour extra-conjugal et le chanter comme si elle était à l'Olympia, je ne sais pas si j'applaudirais tout de suite à la fin de la chanson. Voilà, effectivement, elle se conduit. En fait, elle a une espèce de côté... elle y va, quoi. Elle réfléchit pas tellement, elle y va, et puis elle en paye parfois les conséquences, mais c'est aussi ça qui est beau avec ce personnage, c'est qu'elle a pas peur d'une certaine manière. Quand elle part dans les Cévennes, c'est quand même aussi son impulsivité, on peut la voir comme une espèce de folie douce, mais aussi comme un courage finalement, parce qu'elle n'est pas du genre à se laisser... on la laisse pas sur un banc, quoi. Est-ce que c'est une mère potentielle, votre personnage? Parce que moi, je suis toujours très attentif aux premières séquences du film, et là,
elle tourne le dos aux enfants dans sa classe. Les enfants regardent vers le tableau et elle regarde ailleurs parce qu'elle est en train de se changer. Et je me suis demandé si c'était une femme qui ne courait pas après un amour romantique, voilà, et qui en oubliait, j'allais presque dire, la maternité. Ah, c'est marrant, je ne me suis pas du tout posé cette question. Je pense qu'Antoinette peut devenir mère à un moment donné, oui. Je me suis même dit, parce qu'il y a plein de spectateurs qui me disent est-ce qu'il va y avoir Antoinette, comme le titre fait un peu Martine à la plage, est-ce qu'il va y avoir Antoinette sur la lune, Antoinette au cirque, etc. Et je me suis dit, il y a un titre qui me plairait, c'est Antoinette se marie. Parce que pour le coup, je trouve que ce serait vraiment assez surprenant d'imaginer ce personnage-là dans une vie conjugale et éventuellement familiale. On va écouter un second extrait d'Antoinette. Ah, la retardataire. Mademoiselle a téléphoné hier pour réserver. Bonsoir. Bonsoir. Soit dit en passant, l'âne, t'as du bol qui nous en reste. Hein. Oui. Vous marchez avec un âne? Bah oui. Pourquoi? Pas vous? Non. Ah non. L'âne, c'est en option. Bah, c'est pas parce que Stevenson l'a fait qu'on est obligé de faire pareil. Non, merci. On n'est pas les fous. Stevenson, c'était pas pour le plaisir. Hein. À l'époque, ils n'avaient pas encore inventé le sac à dos, la tente pop-up. Ils ne pouvaient pas tout porter. Hein. Oui. On n'avait même pas encore inventé le sac de couchage. Il a dû en faire. Hein. Mais du coup, je suis la seule à marcher avec un âne ici. Ah, mais ça va être super, hein. Caroline Vignal, est-ce que comme moi vous êtes sensible, voire agacée à la multiplication des films sur le monde rural uniquement pour nous montrer le drame qu'ils vivent? Depuis Petit Paysan jusqu'à le film avec Guillaume Canet ou même l'émission de télé-réalité de L'amour est dans le pré. C'est ok, on montre les ruraux à condition qu'ils aient des drames. Tandis que là, vous montrez un hédonisme à toutes les étapes que fait Antoinette dans son voyage avec l'âne. On voit des gens plein d'humanité, plein de second degré même. J'ai envie de dire, je suis agacée en général par le fait qu'on ne montre que du drame, en fait, tout court. En fait, pour moi, c'est pas le rôle du cinéma. Enfin, pourquoi pas, hein, je veux dire, c'est pas... Non, enfin, je veux pas juger du tout, mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est plus facile, d'une certaine manière, de montrer du drame, et je suis pas sûre que ce soit... vraiment le rôle de la fiction. En tout cas, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Moi, je regarde avec beaucoup d'intérêt des documentaires. J'écoute beaucoup de... Enfin, en vrai dire, j'écoute surtout beaucoup de documentaires à la radio. Et voilà, je sais que c'est pas toujours simple d'être un paysan aujourd'hui. C'est pas toujours simple d'être quoi que ce soit aujourd'hui, en fait, je pense. Mais peut-être encore plus un paysan. Mais voilà, moi, c'est pas du tout ça que j'ai envie de raconter, enfin voilà, mais j'aime plutôt bien Petit Paysan par ailleurs. Comment est-ce qu'il faut comprendre justement quand elle parle de son ex là, Emmanuel, elle parle d'un homme qui n'a jamais voulu se mettre en couple parce qu'il voulait être prêt pour la Révolution. Je crois même qu'on voit un autocollant lutte ouvrière dans votre film, on voit une allusion. Comment est-ce que... Mais ça c'est vraiment du vécu, donc je salue Patrice si jamais il m'écoute. Voilà, j'ai eu une histoire avec un militant de lutte ouvrière que je ne peux pas retrouver parce qu'en fait, il était sur liste rouge partout, justement pour la même raison. Mais c'est ça qui est beau à la campagne, c'est qu'on peut encore se cacher. Il est introuvable. Donc voilà, si jamais il veut me faire signe, salut Patrice. Alors le petit extrait de la séquence là qu'on entend, qui est une des premières séquences, ou la première séquence de repas, je crois, dans le film, Laure Calamy a dit que cette séquence, ce moment, est à la fois glaçant et génial. Comment est-ce qu'il faut comprendre ça? C'est-à-dire l'idée aussi d'une... Alors génial, je pense qu'on comprend. Bien sûr. Quelle actrice? Glaçant. Bon d'accord, alors c'est elle, tout le génie est pour elle. Je plaisante, Caroline. Bien sûr. Glaçant, bah oui, en fait, moi, il y a un truc qui m'a beaucoup amusée, c'est que quand j'écrivais le scénario, j'ai eu plusieurs consultants. En fait, j'en ai eu pas mal parce que j'avais eu des aides qui me permettaient d'avoir des consultants. Donc, ils lisaient mon travail aux étapes cruciales. Et en fait, j'ai essayé d'intégrer ce que ces personnes me disaient dans le scénario. Et par exemple, il y a une des personnes qui avait suivi le travail qui, à un moment, m'a dit « Mais pourquoi elle va dans les Cévennes ? Elle est complètement folle. » Ah non, elle m'avait dit « Elle veut se venger. »
Et je dis, bah non, quelle idée. Enfin, pour moi, ça ne m'effleure même pas qu'on veuille se venger, donc voilà. Elle me dit, bah écoute, si elle veut pas se venger, elle est folle. Et en fait, ce genre de vision que pouvaient avoir les consultants que j'avais sur mon personnage, ça m'a beaucoup servi parce que je me suis dit, voilà, il y aura probablement dans la salle des spectatrices qui verront cette femme adultère qui couche avec le père d'une de ses élèves comme une salope, hein, et que du coup, elle pouvait ou il pouvait être détaché du personnage d'emblée. Et je me suis dit, bah, très bien, il va y avoir un personnage à cette table qui sera très hostile et qui, du coup, sera comme le représentant de ces spectateurs-là. Et à partir du moment où les choses sont dites, je pense qu'on ne peut être qu'en empathie avec Antoinette, même si on a été soi-même trompé, même si, a priori, on déteste les femmes qui ont des histoires d'amour avec des hommes mariés. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens, après les avant-premières, qui sont venus aussi vous parler du livre de Robert Stevenson. Pas tellement ? Pas tant que ça, mais non. Rappelons que c'est le journal d'un... Et on apprend dans votre film, enfin en tout cas pour ceux qui l'avaient oublié, que Stevenson, il était venu dans les Cévennes pour une histoire d'amour lui aussi, et pas pour une histoire de retour à la nature. Non, après c'était un tout petit peu mélangé, mais en fait ça, il n'en parle pas du tout dans son livre, c'est ses biographes qui l'ont raconté, il est venu vraiment... guérir, enfin en tout cas se changer les idées par rapport à une histoire d'amour dont il pensait qu'elle était mal en point et qui finalement s'est très bien terminée, ce qui est raconté dans le film. Et son ânesse à lui s'appelait Modestine. Ouais. Est-ce que la figure tutélaire de Bresson avec son âne au hasard Balthazar dans le film, où à la fin on dit cet âne est un saint, est-ce que ça fait partie du lexique de tout réalisateur, ou est-ce que vous y avez pensé? Est-ce que vous l'avez revu? Honnêtement, c'est pas du tout un film de chevet, et je me suis forcée à le revoir pendant que je travaillais sur le découpage du film. Mais voilà, je trouve les plans sur l'âne dans le film de Bresson magnifiques, mais le côté très mystique du film, et tout ça me touche moins, disons. Je lisais il n'y a pas très longtemps une phrase d'un sociologue sud-américain qui disait « Vous, les Européens, vous passez tout votre temps à vous excuser ». Et ce qui m'a frappé en voyant Antoinette dans les Cévennes, c'est justement la démarche d'Antoinette, qui vient donc pour essayer de récupérer un homme, et qui tous les soirs dort avec des gens, chez des gens qui ne s'excusent pas, qui sont simples, 2 et 2 font 4, une soupe c'est froid ou c'est chaud. Et est-ce que c'est cette simplicité des rapports qu'elle est obligée d'avoir le soir et au petit déjeuner, est-ce que c'était pas aussi un des moteurs du scénario? Une urbaine face à des gens qui se la pètent pas, quoi. Bah, en tout cas, une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de faire ce film, c'est que lors des voyages que j'ai faits dans cette région-là, j'ai rencontré des gens absolument magnifiques, quoi. En fait, où souvent, en fait, j'arrivais dans un gîte, je voyais la tronche des gens avec lesquels on allait dîner, je me disais, oh là là, on va pas s'amuser ce soir. Et finalement, c'était des gens qui à chaque fois me surprenaient, qui étaient vraiment des gens magnifiques, quoi. Et souvent, c'est des gens qui ont choisi de s'installer là et qui sont, presque toujours, en fait, parce qu'il y a, comme les gens du coin sont beaucoup partis, c'est presque tous ce qu'on appelle des néo-ruraux, et c'est un choix qui, vu d'ici, peut paraître un peu babacool comme ça, mais qui en fait est un choix vraiment courageux et très, que je trouve très beau, parce que je trouve qu'il y a énormément de gens qui me donnent l'impression de subir leur vie, et en l'occurrence, c'est des gens qui paraissent en tout cas complètement en phase avec leur vie, et très, très droit comme ça. Et j'étais très admirative de ces personnes que j'ai rencontrées. J'ai essayé de restituer un peu ça dans le film, même si c'est des personnages qui apparaissent, qui sont pas là très longtemps. Mais... Et je trouve que la mise en scène, quand on est dans les gîtes, à chaque fois, elle ressemble à la mise en scène de votre premier long métrage qui s'appelle Les Autres Filles. C'est-à-dire pas d'arabesque de caméra si on n'en a pas besoin. Ah non, mais je suis pas très arabesque. Non, j'aime pas beaucoup le formalisme. Et, non, voilà. Je voudrais qu'on parle un peu de la musique. À un moment, moi j'ai vu votre film une seule fois en salle. Et à certains moments du film, je me suis dit, tiens, je suis presque dans un ciné-concert. Ah oui ?
Oui, c'est-à-dire que je sens... bien sûr, il faut mettre une musique dans les films, c'est une convention. Mais à certains moments, évidemment, la beauté des paysages, mais je serais curieux de savoir comment vous avez travaillé avec votre compositeur, s'il y a eu des allers-retours, si c'est le paysage qui a beaucoup influencé la musique, vice-versa. Ouais, en fait, on avait, au montage, on n'avait pas encore de compositeur, et on avait mis... des morceaux existants qu'on avait trouvés comme ça. Enfin, il y avait, par exemple, pour le générique de début, on avait un mambo que j'adore. Et après, pour des scènes moins comédie, on avait utilisé la musique d'un film qui s'appelle 3 enterrements, je crois. Le film de Tommy Lee Jones. Voilà, c'est ça. Et qui est une musique absolument géniale. Et on était, avec la monteuse, on trouvait que c'était incroyable, que ça tombait parfaitement, à tel point qu'à un moment où on a envisagé d'acheter les droits de cette musique. Et puis, en fait, ce qui était compliqué, c'est qu'il y avait ces scènes assez... disons plus atmosphériques, plus western comme ça, et puis des scènes qui étaient clairement comédie, donc il fallait qu'il y ait un peu les deux. Et quand j'ai cherché un compositeur, j'ai rencontré Mattei Bratesco, qui est un jeune compositeur. Je lui ai montré cette scène de début avec le mambo, et ça a été vraiment sa direction pour les scènes de comédie. Enfin, je lui ai parlé de comédie des années 70, de musique même de Vladimir Cosma, enfin ce genre de choses. Et en fait, en lui disant, il faut y aller, quoi. J'avais pas envie d'une musique un peu passe-partout, un peu discrète, parce que souvent on dit que la musique, il faut pas qu'on la remarque, il faut que ça soit... Moi, je suis pas d'accord. Je trouve qu'en fait, ça peut être un élément supplémentaire de plaisir et parfois de comédie. Enfin, voilà. Puis moi, j'adore ça. Enfin, j'adore la musique en général, et ça m'amusait en fait de voir ce qu'on pouvait faire avec ça. Donc, la partie comédie, il l'a trouvée hyper vite, et voilà, c'était un vrai bonheur de travailler avec lui là-dessus. La partie plus sérieuse, enfin grave entre guillemets, il a un peu plus tâtonné, et j'étais pas contente, ça n'allait pas et tout. Et un jour, je suis allée chez lui, et dans son studio, et il allait prendre sa guitare, et il s'est mis à jouer directement en regardant les images, et je lui ai dit voilà, c'est ça qu'il faut faire en fait. Et il osait pas, parce qu'il pensait que c'était trop sa musique à lui, qu'il fallait qu'il s'adapte plus au film, je sais pas quoi. Et voilà, et à partir de là, ça a été vraiment un bonheur. Enfin, mais ce qui était génial, c'est qu'il était très à l'écoute. On pouvait faire plein d'allers-retours sans qu'il le prenne du tout personnellement. Et moi, je suis pas musicienne, malheureusement, j'ai pas le vocabulaire. Enfin, je peux pas. Mais en même temps, j'ai une vraie sensibilité, je pense. Donc voilà, c'était une collaboration vraiment géniale, quoi. Quand Antoinette dit dans le film, la première fois que j'ai embrassé un homme, c'était dans un cimetière. C'est juste une écriture ou c'est un souvenir personnel? C'est pas du tout un souvenir personnel, et même c'est piqué dans La Garçonnière. Le film de William de Billy Wilder. De Billy Wilder, pardon. Ouais, en fait, c'est une phrase que dit Shirley MacLaine. À un moment, elle raconte à Jack Lemmon qu'elle a vraiment pas de chance en amour, et elle dit ça, elle dit et j'ai piqué cette phrase. C'est un petit... Justement, transition, quel scénariste êtes-vous? C'est-à-dire, je mets le réveil à 8h, je travaille jusqu'à 15h, je vais à la gym, et puis je vais voir les amis, je m'occupe de mes enfants. Ou est-ce que vous êtes une collectionneuse, pour reprendre un terme de Romer? C'est-à-dire? Une collectionneuse, c'est-à-dire vous avez des petits carnets, vous notez, puis à un moment, ça sort. Ah, peut-être plus ça. Je prends énormément de notes. J'adore en fait la phase où on prend des notes. Là, j'y suis là. Enfin, je commence à travailler sur un nouveau projet, et j'adore ça. C'est vraiment la partie que je préfère. Et le moment où il faut faire le tri dans ces notes est un peu plus pénible. Donc il y a un moment où effectivement je me force à travailler de telle à telle heure, parce que sinon ça ne serait jamais fini, quoi. Parce que vous savez comment ils sont, les journalistes, les critiques. Ils cherchent des messages partout, parce que dans le film, elle dit qu'elle a embrassé un homme pour la première fois dans un cimetière, et un peu plus tard, on apprend que la maman de Patrick, Lannes, elle est morte en le mettant au monde. Oui. Et... Ah non, mais je veux dire, la mort. Le cimetière, la mort. Bah écoutez, tirez sans les conclusions que vous voulez. Non, en fait, des fois, il y a des hasards. Hein. Non, c'est un hasard. Enfin, c'est un hasard. Peut-être que mon inconscient essaye de me dire quelque chose, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'avais juste ce truc-là que raconte la magnétiseuse. C'est arrivé assez tard. Et je me souviens que le jour où j'ai eu cette idée, j'étais... hyper heureuse, et je me disais c'est génial, parce que enfin cette Anne devient un personnage avec une histoire,
Et j'étais hyper fière de cette idée. Et je me souviens que mes productrices à qui j'avais fait lire la nouvelle version ne s'en ont même pas rendu compte. Donc j'étais hyper déçue. Mais voilà, mais oui, j'avais envie que... Je trouvais que ça le faisait exister quoi, comme personnage avec un passé. Tout à l'heure, vous parliez d'un titre imaginaire pour votre suite, Antoinette. En fait, le film, il pourrait s'appeler Les Cévennes dans Antoinette. Parce que peu à peu, votre film Antoinette dans les Cévennes, on pourrait presque inverser. C'est les Cévennes qui, peu à peu, prennent possession de votre personnage, puisqu'à la fin, il y reste. Oui, et même à la fin, en fait, le dernier plan, c'est le seul plan qu'on a fait avec une grue. On avait une grue pour faire ce plan, ce qui était la fête. Et généralement, quand on utilise une grue, on fait un mouvement ascendant. Et j'ai décidé de faire un mouvement dans l'autre sens parce que ça nous permettait de faire disparaître les personnages dans le paysage. En fait, ils disparaissent à l'horizon et ça donne la primauté en fait au paysage, quoi. Et voilà, oui, les Cévennes finissent par avaler Antoinette. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a un autre film initiatique qui s'appelle Into the Wild. Oui, j'en ai vaguement entendu parler. De Sean Penn. Et il raconte qu'il a essayé de faire un film dont le tournage, il n'y avait pas de scotch par terre. Il n'y a pas de marque au sol. Il voulait que, comme c'est un film sur l'émancipation d'un jeune homme, que l'acteur se sente libre et que la seule fois où il a fait appel à de la grosse machinerie hollywoodienne, c'est pour le dernier plan. Quand la caméra c'est là, il a dit, Sean Penn disait, c'est le seul caprice que j'ai eu comme réalisateur, mais je ne pouvais pas ne pas prendre de la hauteur sur ce qui venait d'arriver. Bah oui, mais vous voyez, moi j'ai fait le contraire. Parce qu'en fait, non mais c'est marrant, je savais pas. Allez, on va repartir dans le passé, mais on va faire un petit crochet. Écoutez bien cette voix. Longtemps, j'ai habité la banlieue. Mon premier souvenir est un souvenir de banlieue. Aux confins de ma mémoire, un train de banlieue passe, comme dans un film. La mémoire et les films se remplissent d'objets qu'on ne pourra jamais plus appréhender. À un moment... C'est pas un quiz, hein, j'espère. Non, pas du tout. Est-ce que c'est le genre de la maison de faire des quiz? À un moment, au petit déjeuner, alors que la veille, elle avait dit « je me casse, je rentre à Paris, j'en ai un ras-le-bol de cette année des Cévennes », au petit déjeuner, Antoinette Lorca-Lamy a fait un petit dessin où on voit l'âne et où il y a marqué « L'amour existe ». Et je me suis dit que c'était évidemment une allusion au film qu'on vient d'entendre, « L'amour existe » de Maurice Pialat. Oui. Pourquoi cet homme a-t-il tant compté pour vous? Parce que c'est une humanité je sais pas comment dire, c'est vraiment l'humanité qui me touche en fait. Maurice Pialat, c'est cette espèce de mélange d'un très mauvais caractère et d'une... Vous vous reconnaissez dans ce trait? Malheureusement un peu, et de quelque chose de profondément bon et presque compassionnel, j'ai envie de dire. On va parler tout à l'heure aussi de Belle de jour, et il y a quelque chose que j'ai remarqué dans Antoinette, c'est que la séquence de sexe, d'amour, entre... Qui est très, très chaste. Hein. On voit pas voilà, justement, on voit rien. Oui. Et je me suis demandé si c'était pas aussi le pouvoir du hors-champ, parce que dans Belle de jour, de Louise Buñuel, on voit rien. Non. En tout cas, moi, plus ça va, plus je trouve que c'est très rare que les scènes d'amour soient intéressantes au cinéma. Vraiment rarissime. Elles sont toutes doublées en plus. Non, mais c'est très difficile de faire une scène d'amour qui est... en fait, c'est un peu comme voir des gens rire. C'est-à-dire qu'on a envie de rire soi-même, on n'a pas envie de regarder des gens rire. C'est pareil. Donc voilà, à part l'Empire des Sens, par exemple, je trouve qu'il y a très peu de films qui montrent des belles scènes d'amour en étant présent dans la pièce quand ça se passe. Je préfère ne pas être présente. Je trouve que les films d'Hitchcock, par exemple, dans lesquels il n'y a pas de scène d'amour, sont extrêmement érotiques. Oui, par exemple, Belle de jour, bien sûr. Alors, vous aviez réalisé plusieurs courts-métrages avant de faire votre premier long-métrage, Les autres filles. On va écouter un extrait. Je voudrais savoir si vous vous souvenez où est-ce que vous étiez la veille de votre premier jour de tournage des autres filles. Est-ce que vous étiez dans une position monacale chez vous, couché à 9h, ou est-ce qu'au contraire, vous tourniez à la vodka? Non, je pense pas que je tournais à la vodka, mais je devais être à Toulouse, j'imagine, puisqu'on a tourné à Toulouse.
Non, je m'en souviens pas du tout. Mais je devais certainement être assez sérieuse. Allez, on va écouter un extrait des autres filles. Je voulais savoir à quoi ça se voit qu'une fille a déjà eu des rappeurs ou pas. Ouais. Est-ce que j'aurais savoir? Je sais pas, il paraît que les filles, quand elles ont eu leur premier rapport, elles perdent leurs joues. Elles ont leurs joues qui se creusent. C'est vrai ou pas? Il paraît que les yeux, ils sont différents. Ils changent. La prunelle, enfin la pupille, je sais pas. Puis aussi, on mange pas pareil, on est plus souple. Bah oui, c'est ça, je voudrais savoir si c'est vrai, quoi. Bah, tout le monde. Puis j'ai lu dans les magazines aussi. Bon, par exemple, moi j'ai pas beaucoup d'acné, heureusement. Mais ils disent que quand on a eu un rapport, on a une plus jolie peau. C'est quoi, c'est à cause des hormones? Mais ça se voit à quoi? Physiquement, je veux dire. Est-ce qu'il y a des signes physiques qu'une fille a jamais eu de rapport? Des signes qu'on peut voir? Si ça se voit, c'est la honte. Vous êtes toujours dans l'émission Oblique sur Fréquence Protestante et nous avons le plaisir de recevoir Caroline Vignal pour Antoinette dans les Cévennes. Mais là, on a fait un retour en arrière avec donc les autres filles. Il y a 2 ans, Serge Julie était à votre place pour nous parler d'un coffret DVD de films sur lequel il a fait des documentaires. Il nous disait que À nos amours de Piala, c'était l'anti-boom. C'était une réaction justement au succès de la boom. Quand vous faites Les autres filles, donc avec cette jeune femme qui est Solange, qui est persuadée que tant qu'elle n'aura pas fait l'amour, elle ne sera pas une vraie femme, vous aviez vraiment aussi la sensation de faire un film qui sorte de tous les clichés adolescents qu'on peut voir? Je crois pas, parce que c'est d'ailleurs peut-être une des raisons pour lesquelles j'ai pas fait de film pendant si longtemps, c'est que j'étais très innocente. J'intellectualisais pas du tout ma démarche. Voilà, c'est le film qui est sorti de moi d'une certaine manière. Et je me rendais pas compte en fait. Je me suis un peu pris ça dans la figure, par exemple dans les débats. En fait, c'était très étonnant parce que j'avais l'impression d'avoir fait un film tout à fait consensuel. Et quand je rencontrais le public, comme je viens de le faire avec Antoinette, avec beaucoup plus de plaisir, je dois dire, j'ai eu vraiment des réactions très très vives, comme si ce que racontait le film mettait les gens vraiment mal à l'aise. Alors que moi, je trouvais que le film était très... je me rendais pas du tout compte, en fait. Mais c'est un film merveilleux, parce qu'on ne sait jamais sur quel pied danser. Cette jeune fille, donc Solange, qui est apprentie coiffeuse, elle a des parents qui semblent aimants. On est dans un schéma parental, familial qu'on croit connaître, et puis venu de nulle part, ça castagne. Enfin, ça va ça va loin entre les parents. Et puis j'ai remarqué un point commun entre Antoinette et les autres filles, c'est que vos deux personnages, à un moment, ils découchent. Ils passent la nuit dehors. Ouais, c'est vrai. Et une séquence de masturbation dans Les autres filles, est-ce que c'est ce genre de truc très simple, hein, je veux dire, mais on voit que cette jeune femme, elle se cherche, elle est en manque. Est-ce que alors vous disiez que tout ça c'est pas si réfléchi que ça, mais est-ce que l'ascétisme de la mise en scène, est-ce que le fait de ne pas faire d'arabesque, comme j'en parlais, ça vient de quoi, de votre... En l'occurrence, c'est marrant parce que ça, par exemple, la masturbation féminine, c'est quelque chose dont on parle beaucoup plus maintenant. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont dans Les autres filles qui étaient encore très non dites quand j'ai fait le film en 2000. Et dont on parle plus volontiers maintenant, enfin comme si c'était finalement même presque une obligation maintenant, j'ai l'impression de passer par la masturbation quand on est une fille. Mais en l'occurrence, c'était... C'était pas simple pour moi de tourner cette scène, et j'avais besoin aussi vis-à-vis de la jeune fille qui jouait Solange, qui n'avait jamais joué de sa vie, qui s'est retrouvée là-dedans presque par hasard, d'avoir une forme de pudeur en fait vis-à-vis d'elle. Donc il fallait qu'on comprenne ce qui se passait, mais je pouvais pas. Puis j'avais pas envie en fait d'exciter les gens avec cette scène. C'était pas du tout le but, quoi. Votre caméra à ce moment-là ne recadre pas, elle reste. C'est un plan fixe loin, assez loin. Au bord de la chambre, et ça suffit. Est-ce que vous avez des petits trucs de mise en scène? Alors,
des petits biais, par exemple. Est-ce que vous aimez parfois, dans Antoinette, est-ce que parfois vous avez dirigé en écoutant de la musique? Non. Parce que souvent le public a une vision très abstraite de la réalisation d'un film. Il pense que les films se font tout seuls. Alors qu'en fait, j'imagine que parfois, il y a des choix sur lesquels on est obligé de trancher. Surtout que vous avez tourné en 5 semaines, je crois, Antoinette. 7. Non, c'était pas si inconfortable que ça. Cette semaine, ça allait. Non, écoutez, je sais pas... Vous n'avez pas forcément un casque sur les oreilles à certains moments, comme certains réalisateurs? Ah si, j'ai tout le temps un casque. Et là, en fait, la grande différence pour moi entre ce film-là et le précédent, c'est que quand j'ai tourné Les Autres Filles, on était peut-être dans des plans beaucoup moins larges, en fait, souvent. Enfin, j'ai fait peu de plans larges dans Les Autres Filles. Et je regardais très peu le combo. En fait, j'étais tout le temps en train de regarder les actrices, surtout, puisque c'est surtout des filles, en direct. Et là, c'était moins le cas. Je regardais plus le cadre. J'avais une espèce de combo portatif et je l'utilisais presque tout le temps. Et oui, j'écoutais au casque, bien sûr. Voilà. Alors, Nicholas Winding Refn, le réalisateur très surcoté de Drive, de The Neon Demon, dit que pour lui, il ne transige pas sur un point, il veut tourner ses films dans la continuité de l'action. Un caprice que très peu de réalisateurs peuvent s'accorder. Pour Antoinette, dans Les Cévennes, c'était un plan de bataille rationnel, ou est-ce que vous avez quand même un petit peu tourné dans l'ordre des aventures? On a essayé autant que possible. On était un petit peu coincé par la présence de Benjamin Laverne, qui est à la Comédie Française et qui du coup a un planning très très chargé. Et d'ailleurs, une des scènes du film, il y a 2 scènes qui ont été coupées. Et l'une d'entre elles, c'est une scène qui était entre Antoinette et Vladimir, qui était la dernière scène, leur dernière scène dans le film. Et le fait qu'on ait commencé par ça a fait que, surtout Benjamin, n'avait pas encore son personnage. Et peut-être moi aussi, j'avais pas encore le regard très clair par rapport à ce qu'il devait jouer. Et voilà, on s'est planté et la scène n'est pas dans le film, mais on a essayé quand même de tourner dans l'ordre le plus possible. Ouais. Alors, vous avez mentionné tout à l'heure Stromboli de Roberto Rossellini. Redites-nous quand même pourquoi ce film il a chamboulé beaucoup de monde. Mais est-ce que vous avez un ressenti en particulier? Peut-être, moi, peut-être que ça me parle particulièrement parce que moi, j'ai été beaucoup... je sais pas comment dire, ça paraît un peu... non, c'est presque obscène de dire ça, mais un peu exilée parce qu'en fait, mon père travaillait beaucoup à l'étranger. J'ai beaucoup... était transbahutée et la manière dont Ingrid Bergman se retrouve comme ça dans cette île très isolée, dans un endroit où les gens ne parlent pas sa langue, où elle se sent complètement décalée par rapport à tout le monde et où elle se sent surtout prisonnière puisqu'il n'y a pas moyen de partir en fait de cette île. C'est probablement des choses qui résonnent pour moi. J'ai retrouvé un article des Cahiers du cinéma que vous aviez peut-être lu à l'époque. En 1963, Roberto Rossellini tient une conférence de presse pour annoncer solennellement « Il cinema è morto ». Le cinéma est mort. Alfred Hitchcock, qui n'avait toujours pas digéré le vol d'Ingrid Bergman par l'auteur de Stromboli, riposte « C'est Rossellini qui est mort ». Waouh. Et bien, figurez-vous que moi, quand j'avais, je pense, 20 ans, je vivais avec mon grand frère et un jour, et je savais pas trop ce que je voulais faire, j'étais en fac de lettres, j'étais un peu perdue et un jour j'ai dit à mon frère, je veux faire du cinéma. Et il m'a répondu, le cinéma est mort, tout a déjà été raconté. Et on s'est littéralement battu, physiquement, on s'est battu. Il s'appelle pas Patrick? Non, il s'appelle Thierry. Allez, on va écouter un extrait d'un des films qui compte pour vous. Tu sais, moi aussi sans photo, je t'ai quand même pas oublié. Hein. Mais dis-moi, tout ce temps-là, t'as quand même connu des femmes, non? Oui, mais ça n'a jamais très bien marché. Il y en a eu 2, je les ai quittées sans regret. Dora, celle de tout à l'heure, je la connaissais avant toi. On se voit à chaque fois que je passe à Paris et puis on se raconte notre vie. Là, j'aurais pas besoin de le raconter, tiens. Et toi? Tu as bien quelqu'un dans ta vie, non? J'avais. Je l'ai quitté il y a 15 jours. Pour un autre. Et l'autre, alors? Je l'ai quitté il y a 8 jours. Pour toi. Pour moi?
savais pas qu'on allait se rencontrer? Si. C'était une prémonition. En 1992, Éric Rohmer adapte Shakespeare, Contes d'hiver. On oublie toujours que c'est à la base, l'inspiration est shakespearienne. Vous, je crois que votre déclic, ça a été Le Rayon Vert. Hein. Ouais, je voulais pas citer Le Rayon Vert pour changer un petit peu, mais oui, c'est Le Rayon Vert, c'est vraiment un film qui a déclenché quelque chose pour moi. J'avais 16 ans quand je l'ai vu et voilà, j'étais en fait à Montpellier parce que je vivais en Tunisie et c'était la veille de mon retour en Tunisie. Donc je suis allée au cinéma juste avant de prendre le train pour Marseille, puis l'avion pour Tunis, et avec mon sac à dos. Et j'ai vu ce film et je suis sortie. Voilà, c'est un moment qui m'a transformée, quoi. Et en allant à la gare, j'ai pris les horaires de la SNCF et j'ai écrit partout « Allez voir Le Rayon Vert » et je les ai remis dans le petit présentoir. Magnifique. Voilà, mais le Conte d'hiver, en fait, je voulais citer ce film parce que je trouve qu'on parle toujours de Rohmer comme si c'était un peu du Marivaux, ce que c'est un peu évidemment, mais ce que j'aime aussi chez Rohmer, c'est qu'il y a du réel. Et c'est ça qui manque pour moi beaucoup dans des films qui se réclament de Rohmer. D'ailleurs, moi je me réclame pas vraiment de Rohmer. Hein. Voilà, c'est juste, je déclame mon admiration, mais je ne m'en réclame pas. Mais ce que je trouve beau dans ces films, c'est que on retrouve en les voyant quelque chose de la France au moment où il a tourné ses films. C'est le cas dans Le Rayon Vert. Et je trouve que dans Contes d'hiver, où c'est des personnages plus modestes socialement que dans d'autres films de lui, on voit aussi quelque chose. Je me souviens qu'il y a un plan à un moment à Belleville où elle va prendre le métro et je trouve ça c'est incroyable, quoi, parce que je pense qu'il tournait un peu comme du documentaire, certains plans. Et c'est ça qui est beau en fait dans ces films, c'est ce contraste entre le fait que c'est très écrit, un peu comme ça joué, on peut trouver mal joué, moi ça me plaît, mais et le réel qui affleure tout le temps, et aussi un sens finalement très politique, en tout cas je trouve des classes, pour dire un gros mot, qui est aussi, je trouve, très absent d'une grande partie du cinéma français actuellement, alors que voilà, on est là-dedans tout le temps, et voilà, c'est pour ça que j'avais envie de parler de ce film-là en particulier. Dans votre film Antoinette dans les Cévennes, dans l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure, le second, on entend Marie Rivière, qui est géniale d'ailleurs. Elle est vraiment, c'est du haut vol, son personnage qui ne tient qu'à un fil. Hommage à Éric Rohmer. Ouais, hommage, et surtout c'était, comme pour moi, comme je le disais, ça a été un moment très fort. En fait, le personnage d'Antoinette, on peut le voir comme une petite cousine du Delphine du Rayon Vert, puisque en fait, dans Le Rayon Vert, c'est un personnage qui est largué aussi au début du film, qui se retrouve à partir en vacances toute seule alors qu'elle déteste ça. Et c'est assez proche de ce que vit Antoinette. Et en fait, pour moi, le fait que ce soit Marie Rivière, c'était comme s'il y avait une sorte de marraine dans le film pour Antoinette, et que c'est elle qui l'incite à continuer, enfin qui lui dit mais si, ça va bien se passer en gros. Et voilà, je trouvais que c'était comme une bonne fée, et de la voir sur le tournage, ça m'a rempli de bonheur, je dois dire. Éric Rohmer s'appelait Maurice Scherrer, ouais. et sa mère a appris quand elle avait 50 ans que son fils était Éric Rohmer et qu'il était connu. Est-ce que vous avez eu beaucoup d'obstacles à franchir pour dire autour de vous, à votre famille, votre frère, on n'en parle pas, pour dire je veux être réalisatrice? Ça n'allait pas de soi en tout cas. Et j'aurais peut-être dû faire comme Rohmer, j'aurais peut-être dû faire ça en loose day. Mais oui, en fait, je pense que c'est une place que je vole un peu, parce que même si maintenant mes parents sont très contents, hein, mais ça n'allait pas de soi d'ouvrir sa gueule en fait. Allez, un troisième film que vous avez choisi dans votre panthéon. J'ai été très surpris. Peggy Sue s'est mariée de Francis Coppola. Tu sais, Peggy, ta mère m'a dit que tu avais rêvé que j'étais morte. Elle a eu tort de te raconter ça. Oh, je n'ai pas peur. Je sais exactement quand je mourrai. Et ce sera quand, Letty? À 75 ou 80 ans? Pas question de te le dire. Je m'amuse à essayer de lui extorquer ça depuis des années. Tu sais, les rêves sont une chose fascinante, spécialement quand on y lit l'avenir. Tu crois à tout ça? J'adore la spéculation. Justement, je lis un bouquin sur ce genre de choses. C'est une femme qui vit dans le Colorado actuellement et qui déclare avoir vécu en Irlande il y a 150 ans.
Elle cite des noms, des dates, l'endroit où elle vivait. Mamie, papy, j'ai quelque chose à vous confier. Alors, la magie de l'art, Caroline Vignal, vous le savez mieux que moi, c'est que souvent on aime des films de réalisateurs ou de réalisatrices qui eux-mêmes n'aiment pas beaucoup le film. En l'occurrence, je crois que Coppola n'aime pas ça. Voilà, vous savez que Coppola, il avait un truc, c'est que quand il adorait un de ses films, il le signait Francis Ford Coppola. Et quand il en était moins content, pour envoyer un signe à ses spectateurs en disant « je l'assume moins », il mettait juste Francis Coppola. Et sur Peggy Sue, c'est Francis Coppola. Qu'est-ce qui vous touche dans Peggy Sue? C'est l'anti-retour vers le futur? En tout cas, c'est un retour vers le futur d'auteur, j'ai envie de dire. Enfin, c'est un retour vers le futur tellement profond et drôle. Enfin, je trouve l'idée j'ai oublié comment s'appelle l'actrice. Kathleen Turner. Merci, bien sûr. Kathleen Turner, boudinée dans sa robe de bal de fin d'études et qui se retrouve alors qu'elle a 40 ans parmi des gens de 18 ans et personne n'y voit que du feu. Je trouve ça magnifique, quoi. Et puis je trouve que ça nous parle à tous de qu'est-ce qu'on ferait si on pouvait retourner dans le passé. Enfin, c'est hyper émouvant. Et en fait, le film m'a un peu servi pour Antoinette, parce que je l'ai revu ça m'étonne aussi. pas. Et en fait, le début du film, qui est une très longue séquence, où il y a cette espèce de fête d'anciens élèves où Kathleen Turner arrive dans sa robe alors que personne n'est déguisé. Enfin, elle est la seule à avoir mis sa robe de fin d'études. M'a déclenché le début avec cette scène de chorale et la robe d'Antoinette. C'est une très belle citation. C'est vrai qu'il y a un côté adolescent dans les deux cas. C'est-à-dire que Laure Calamy ne fait pas 40 ans. Et évidemment, dans Peggy Sue s'est mariée, Kathleen Turner. Voilà. On va écouter un troisième extrait. Alors là, on va partir, je crois... C'est l'actrice principale qui va nous dire où on est et avec qui. Belle de jour, c'est le titre d'un livre de Kessel, dont l'adaptation a été faite par Buñuel et Jean-Claude Carrière. C'est une jeune femme qui a fait un mariage avec un jeune chirurgien, assez heureuse, enfin très amoureuse de son mari, mais beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés à s'aimer, et qui se trouve amenée pour des raisons multiples, très difficiles à expliquer, surtout à cause d'un grand désaccord physique avec son mari, à se dégrader physiquement en allant dans des maisons de rendez-vous pendant qu'il travaille à l'hôpital. Caroline Vignal. C'est intéressant. Ouais, c'est dans les bonus du DVD. Caroline Vignal, pourquoi ce film vous tient tant à cœur? Parce que c'est un film, comme beaucoup de films, tous les films de Buñuel, complètement amoral, et justement dans lequel on n'explique absolument rien. Et c'est ça qui est beau. Enfin, quand elle dit pourquoi elle fait ça et tout, on ne le sait pas. Et en fait, tout est très ellipsé comme ça, comme des blocs de scènes qui se succèdent et sans que les choses ne soient dites. Enfin, et c'est ça qui est extraordinaire. Et puis après, le film est d'une beauté à tomber par terre. Voilà, enfin, je trouve que je sais pas quoi dire de plus. Enfin, et puis oui, je trouve qu'il y a une liberté dans ce film-là et dans d'autres films de Buñuel et peut-être aussi dans d'autres films de cette époque-là, en fait, qu'on a un peu perdu. Une sorte de un truc qui est très très libertaire et qui se fiche de la morale. Qui est très compliqué aujourd'hui à trouver, en fait. Le problème, est-ce que le problème ne vient pas du fait qu'aujourd'hui les chaînes de télé ont pris une grande partie du pouvoir dans le cinéma, c'est-à-dire avec des... Attention, il faudra un jour passer sur Canal. Je sais pas. Moi, je pense que malheureusement, c'est plus général à la société. Quand on voit ce qui se passe actuellement, là, j'ai encore vu un truc tout à l'heure sur le fait que maintenant, il y a des gamines qui peuvent pas venir avec un pull court qui dénude leur nombril à l'école. Il y a quand même un mouvement de la société. Il y a vraiment un énorme backlash, quoi, en ce moment, qui
qui ne date pas d'hier, mais qui est de pire en pire. Et moi, là, j'ai vu il n'y a pas très longtemps Maîtresse de Barbet Schroeder, que j'avais jamais vu, et je me suis dit, mais comment ce film a pu être fait? C'est fou, avec Gérard Depardieu. C'est impossible d'imaginer qu'un film pareil soit fait aujourd'hui. Et c'est vrai pour plein de films des années 60-70 jusqu'aux années 80. En fait, ça a commencé à se dégrader, je pense, dans les années 90-2000. Et voilà, et il faut trouver, mais en même temps, moi je trouve ça presque assez excitant, parce qu'en fait, je me souviens quand j'étais à la Fémis en scénario, je disais tout le temps que j'avais envie d'être, parce que j'étais en scénario, donc je voulais pas réaliser, et j'enviais les scénaristes de Hollywood qui cherchaient des ruses pour déjouer la censure. Enfin, je trouvais que c'était hyper intéressant en fait d'avoir des contraintes et de voir comment on pouvait faire pour quand même mettre des trucs qui soient un peu, enfin, qui n'auraient pas dû passer. Et finalement, je trouve qu'on se retrouve dans une situation qui est pas si loin de ça. Et voilà, il faut trouver des moyens de dire ce qu'on a envie de dire quand même. Alors la question, ça passe ou ça casse, c'est-à-dire si ça casse, je passe pour un idiot. Est-ce que la séquence des autruches dans Les Autres Filles est une citation de la séquence des autruches dans Le Fantôme de la Liberté de Buñuel? Vous ne passez pas du tout pour un idiot, mais la réponse est non. Alors, pour finir sur Belle de jour, là, m'avait donc donné envie de le revoir. Et il y a un documentaire où beaucoup d'intervenants parlent, et on apprend que Jacques Lacan, le psychanalyste, quand il voulait faire un cours sur le masochisme féminin, il disait « Je n'ai rien à vous dire, on va regarder un film ». Et le film, c'était Belle de jour. Et Jean-Claude Carrière raconte que pour lui, ce qui marche très bien dans Belle de jour, c'est que la partie fantasmatique est vraie, puisqu'ils se sont adressés à des femmes, à des prostituées, etc. Donc tout est vrai dans le film. Par contre, que la partie réaliste, elle est totalement imaginaire et basée sur rien du tout. Quatrième choix de notre invitée, Caroline Vignal. Grosso modo, il y a deux genres de producteurs au théâtre. Le premier a des amis riches prêts à risquer une perte parce qu'ils la déduiront de leur déclaration d'impôt. Ce genre de producteur se consacre à l'art. Pour le second, chaque nouvelle pièce est une aventure qui lui apportera la fortune ou la ruine. C'est le genre de producteur qui se méfie de l'art. Margot Channing est une vedette de théâtre. Elle avait 4 ans quand elle monta sur les planches pour la première fois dans Le Songe d'une nuit d'été. Elle jouait une fée et parut à la surprise générale complètement nue. Du coup, elle fut vedette. Margot est restée vedette, une vraie. Elle n'a jamais été et ne sera jamais autre chose. Extrait en français, voix off, All About Eve, Tout sur Ève, que Pedro Almodovar pille dans Tout sur ma mère. Pourquoi ce film? C'est drôle parce que c'est un film que j'ai vu beaucoup de fois, et je ne supporte que la VF de ce film. Ah oui. Parce que je l'ai vu jeune en VF et j'adore ses voix. Margot Channing, j'adore ses voix. Et en fait, moi j'aime vraiment beaucoup les films qui parlent beaucoup. Et en l'occurrence, les films de Mankiewicz, les gens parlent énormément. Et j'adore Bette Davis dans ce film. J'adore cette problématique de femme vieillissante qui tout d'un coup devient très jalouse parce qu'elle a peur de perdre l'homme qu'elle aime, elle a peur de perdre son statut de vedette. Et je trouve ça, voilà, c'est un film qui je sais pas, pourtant je l'ai vu, je devais avoir 15 ans ou un truc comme ça, mais ça m'a touchée, alors que c'est plutôt un film très adulte. Mais voilà. Votre point commun avec Mankiewicz, c'est que vous venez du scénario tous les deux. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez des études. Oui, je voulais être scénariste, je pense, parce que ça me paraissait hors de portée de réaliser. Enfin, ça me paraissait vraiment, même je pensais ne pas avoir le caractère pour, parce que je suis pas très collective. Et pourtant, dans vos deux films, il n'y a pas ce procédé que vous adorez, qui est le procédé de la voix off. Ça va peut-être venir. C'est un scoop. J'adore ça. En tout cas, j'y pense pour le film que je commence à écrire. Franchement, ça manque pas, non, Antoinette? Non, ça manque pas. Il faut laisser les choses se déployer. Besoin. Non, il n'y en a pas besoin. Ouais. Alors, avant de finir l'émission et de passer au petit questionnaire rituel, deux petites choses sur All About Eve. C'est Claudette Colbert, l'actrice qui devait jouer le rôle de Bette Davis. Et oui, elle a eu un lumbago. Ah bon? Elle a été remplacée par Bette Davis. Information recoupée. Et Bette Davis a dit Ève. Heureusement que c'est Bette Davis quand même. Ouais. Même si j'aime beaucoup de Claudette Colbert. Et j'ai retrouvé cette citation de Bette Davis dans un magazine américain des années 60. Je la cite.
Les stars hollywoodiennes ont été pour les États-Unis ce que la famille royale est à l'Angleterre, un modèle, une inspiration pour tout un peuple. Alors vous aviez cité 2 autres films parmi votre panthéon qu'on ne peut pas aborder, c'est The Shop Around the Corner de Lubitsch et Marius. Bah ouais, parce que ça c'est la culture familiale. Marcel Pagnol. Ouais. Vous voulez dire un mot sur Marius? En fait, c'est comme je suis originaire du Midi, comme beaucoup de méridionaux, on connaît plein de scènes du film par cœur et on se les répète. Et au-delà de ça, pour moi, Rému est un des acteurs, des plus beaux acteurs de tous les temps. Et voilà, c'est un film que je continue à voir avec un plaisir immense. Qu'est devenue sa maison du cinéma qu'il a voulu créer dans les années 50 en région PACA, non? Aucune idée. Qu'on voit dans le château de ma mère, non? Je ne sais pas. Ouais, je me suis toujours demandé si elle était toujours en activité ou si elle avait été détruite. Caroline Vignal, nous arrivons au terme de cette émission. Il y a une épreuve, je sais c'est dur, à laquelle vous devez vous soumettre, c'est le questionnaire de fin d'émission. Caroline Vignal, où étiez-vous lors du passage à l'an 2000, 31 décembre 1999, 23h59? Bon, je pense que j'étais dans une fête, tout ce qu'il y a de plus sans intérêt. J'ai pas demandé avec qui, j'ai demandé Non, où. mais vraiment, j'étais dans une fête. À où? Où? Dans un appartement. Mais en fait, honnêtement, je confonds. En fait, j'arrive pas à me souvenir. Je pense que j'étais dans le 10e, dans un appartement, parce que j'ai fait plusieurs fêtes ce soir-là, donc je sais plus à quel moment... je sais plus. C'est dommage parce que l'année d'après, par contre, j'ai des souvenirs très précis parce que j'étais en Inde. Et voilà, ça aurait été vachement plus intéressant, mais tant pis. Quel est le livre que vous avez le plus offert? Probablement Les 3 brigands de Tommy Ungerer. Non, j'offre peu de... je trouve ça... presque agressif d'offrir un livre parce que ça oblige les gens à lire un livre moi j'aime pas trop qu'on m'offre des livres parce que je me dis je vais être obligée de dire ce que j'en ai pensé, de nanana, donc j'offre des livres aux enfants et j'offre éventuellement des bandes dessinées, donc ça m'est arrivé pas mal d'offrir Persépolis ou L'Arabe du futur, mais j'offre peu de romans. Alors je vais pas vous l'offrir puisque vous n'aimez pas ça, mais je voudrais quand même vous signaler l'existence d'un livre que c'est peut-être moi le livre que j'ai le plus offert. Ça s'appelle L'âne de Schubert. Ça alors. De Andy Merrifield. C'est une histoire vraie d'un prof d'anglais qui est aussi un peu sociologue et dont le rêve est de vivre à New York. Il y va, il est déçu par New York et il s'installe dans le Forez, au-dessous de Saint-Étienne, avec sa femme et leur bébé. Et il loue un âne pendant 3 jours. C'est pas vrai. Ah si, L'âne de Schubert. Mais par contre, j'adore qu'on me conseille des livres. Donc je vais vous l'offrir. Ah. Et voilà. Et c'est pendant 3 jours, comme c'est un lettré, chaque fois que l'âne ne veut pas avancer, il cite Spinoza, il cite Robert Bresson, c'est un livre extraordinaire qu'on lit comme un journal, car c'est un journal. Ah, génial, merci. Si vous pouviez ressusciter une personnalité historique pour une soirée en tête-à-tête, ce serait qui? Je me suis dit peut-être Jésus. Je trouverais ça marrant de dîner avec Jésus. Ou alors, Jésus, ou peut-être César, quelqu'un avec qui c'est quand même particulier de dîner, quoi. Sauf qu'on n'aurait pas le même langage, je sais pas trop comment on ferait, mais on se débrouillerait. Imaginons que vous soyez en conflit avec quelqu'un et que vous disiez ça n'a que trop duré, j'enterre la hache de guerre. Qu'est-ce que vous lui envoyez comme DVD par la poste pour lui montrer qu'il comprenne bien que vous l'aimez? Alors, si c'est une femme, je dirais L'une chante, l'autre peint, qui est un des rares films c'est un film d'Agnès Varda, qui est un des rares films sur l'amitié féminine, qui est un très beau film. Et en fait, j'ai réfléchi, je ne vois pas beaucoup de films sur l'amitié entre les hommes et les femmes, donc j'enverrai peut-être Massacre à la tronçonneuse, comme ça il comprendrait s'il a de l'humour qu'il est temps d'arrêter, quoi. Si demain matin vous pouviez tout prendre avec vous, tout, votre métier, votre amour, vos animaux de compagnie, tout, demain matin à 8h, vous allez dans quelle ville? Moi, je reste à Paris parce que je supporte pas l'idée qu'ailleurs l'herbe est plus verte. Donc, voilà. Bon, après, ça pourrait m'amuser d'aller, je sais pas, dans un endroit que je connais pas du tout, à Hong Kong, à Helsinki, dans une ville que je connais pas, mais je me suis un peu fixée d'essayer d'être heureuse là où je suis. Quand est-ce que vous êtes allée devant le lieu où vous êtes né, à la maternité où vous êtes né pour la dernière fois? Mais vraiment devant l'hôpital où je suis née? Oui. Mais jamais. Jamais. Mais quelle drôle d'idée.
Je sais pas. Non, je retourne dans la ville où je suis née, mais devant la maternité, jamais, non. Est-ce qu'un jour, vous vous êtes retrouvé dans un musée comme ça, à flâner ou à chercher, et puis au détour d'un couloir, sans réfléchir, vous tombez face à une photo ou à une peinture, et vous avez un moment d'arrêt, de trouble, en vous disant ah, mais en fait, c'est moi que je suis en train de regarder. La Joconde, évidemment. Non, non, j'ai jamais ressenti ça. Par contre, je suis tombée amoureuse d'un homme peint par Mantegna dans un musée à Séville. Quand vous avez un doute artistique, quel acteur choisir, quel objectif mettre sur ma caméra, dois-je tourner cette publicité ou pas? Je plaisante, je suis sûr que vous ne faites pas de publicité, vous êtes une pure. Est-ce que vous avez un toc ou un gris-gris qui vous aide à prendre la décision? Alors pour l'objectif, là je serais bien embêtée, mais souvent je vais courir. Mais d'ailleurs j'ai pas eu assez de problèmes dernièrement, j'ai pas beaucoup couru. Et sinon, j'ai un peu honte de le dire, mais j'ai une médaille miraculeuse de la chapelle de la médaille miraculeuse. Celle de la rue du Bac? Exactement. Ok. Ouais. Vous l'avez là sur vous? Je l'ai dans mon portefeuille. Ok. Merci beaucoup, Caroline Vignal. Alors, figurez-vous que vous étiez la dernière invitée de cette émission. Non, mais pourquoi? Si, car je change la formule de cette émission. Donc, oblique, c'est fini. Je vais juste citer quelques-uns des réalisateurs et réalisatrices que nous avons reçus. On a reçu Solveig Ansbach, on a reçu Catherine Corsini, on a reçu Patrice Lecomte, Bertrand Tavernier, Jean-Jacques Benex, Andrea Ferréol, Mathilde Amé. On a reçu beaucoup de journalistes comme Michel Simon, Serge Julie. J'ai fait en sorte que nous recevions des gens de presque tous les continents. Nous avons reçu Fanta Regina Nacro, qui est une cinéaste du Burkina Faso. On a reçu Alicia Charlson, qui est une cinéaste du Chili, à un moment où le cinéma devient de plus en plus occidental et occidentalisé pour de mauvaises raisons. J'ai essayé d'ouvrir le jeu, mais j'ai décidé de changer de formule, et le mois prochain, je m'adresse donc à vous, chers auditeurs et auditrices de Fréquence Protestante. L'émission s'appellera Le Vrai Monde. Et on va recevoir donc, on parlera toujours de cinéma, mais il y aura une partie où les invités raconteront la vie qu'ils auraient vécue selon eux si le cinéma n'était pas entré dans leur vie. Voilà. Et notre premier invité sera Éric Libio, qui est un journaliste de l'Express et qui vient de publier un livre qui s'appelle Clint et moi, sur ses rapports avec Clint Eastwood. Donc ça m'a doublement fait plaisir de vous avoir, Caroline Vignal, parce que votre film Antoinette dans les Cévennes est très beau et que vous étiez the last but not least. Merci. À bientôt. À bientôt.